Lettres d'Amérique, a virtual series featuring essential Bonjour et bienvenue à Lettres d'Amérique, une literary série voices. virtuelle d'événements autour des principales voix littéraires américaines. Hello and welcome to Lettres d'Amérique, a virtual series featuring essential American literary voices. Bonjour et bienvenue à Lettres d'Amérique, une série virtuelle présentant l'essentiel des voix littéraires américaines. Je suis Alice McCrum. Une série virtuelle avec les nouvelles voix de la littérature américaine. Je suis Alice McCrum, responsable des programmes à la Bibliothèque américaine de Paris. Tonight, I have the pleasure and delight of Ce hosting soir, j'ai le plaisir d'accueillir Tommy Orange en conversation avec Robert Warrior au sujet du premier roman de Tommy Orange, Ici n'est pas ici. Avant de commencer, nous allons écouter quelques mots de Jessica Bannouls, attachée de l'américaine. Bannouls, attachée culturelle à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en France. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour inaugurer cette série de 5 discussions avec les nouvelles voix de la littérature américaine. Je tiens tout d'abord à saluer l'engagement de l'American Library in Paris et de Festival America dans ce projet. Ce projet vise à donner un aperçu de la société américaine contemporaine et de ses similitudes et différences avec la France à travers la littérature. Il s'agit de l'un de nombreux programmes culturels et éducatifs organisés par l'ambassade et par nos consulats en France en partenariat avec des institutions françaises. Nous œuvrons ainsi au renforcement des liens d'amitié qui unissent nos deux pays tout en permettant une meilleure connaissance de la culture américaine en France. C'est la littérature qui est à l'honneur ce soir et tout au long de ce mois de septembre. Je suis convaincue que le rôle de la littérature est fondamental dans la construction de notre imaginaire, mais aussi dans la déconstruction des stéréotypes. Le président Barack Obama précisait cela même lors d'un entretien avec François Busnel en novembre 2020. La bonne littérature vous sort de vous-même et vous met à la place des personnes dont la vie est totalement différente de la vôtre. Et c'est ainsi que vous découvrez qui vous êtes réellement. Ces mots nous rappellent l'importance de la littérature dans la construction de notre identité et dans notre compréhension et acceptation de l'altérité. Nous avons développé la série Lettres d'Amérique, un partenariat avec Festival America et l'American Library, afin de vous faire découvrir les États-Unis à travers le regard de plusieurs écrivains qui examinent certaines problématiques auxquelles notre pays est confronté, dont beaucoup sont communes avec la France. La sélection des 5 auteurs participants à Lettres d'Amérique met à l'honneur la diversité culturelle, ethnique et linguistique qui constitue la véritable richesse de notre pays. Tommy Orange, Jenny Zhang, Leila Lalami, Yagyasi et Nana Kwame Adjei-Brenyah sont des incarnations des nouvelles voix de la littérature américaine. Veuillez noter que leurs opinions ne représentent pas nécessairement la politique officielle des États-Unis. Et c'est précisément pour cette raison que nous souhaitons que vous les écoutiez. Leur engagement et leur art contribuent à bâtir une des plus chères valeurs américaines que nous partageons avec la France, la liberté d'expression, qui permet de célébrer les différences et de s'ouvrir encore davantage sur le monde. Et bien sûr, l'amour de la bonne littérature. Je laisse à présent la parole à Alice McCrum, votre hôte, et je vous souhaite une belle soirée. Merci. Je passe maintenant le micro à Robert et Tommy qui s'exprimeront donc sur le canal en anglais avec une traduction sur le canal en français. Merci à tous d'être avec nous ce soir. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir. Bonsoir à tous, merci et bienvenue à cette rencontre. Je voudrais commencer par remercier Alice, Audrey et tout le personnel de l'American Library in Paris et aussi bien sûr de l'ambassade américaine pour avoir soutenu cette soirée. Je voudrais les remercier de m'avoir donné l'occasion. Vous voyez que c'est moi qui ai le meilleur siège ce soir dans la salle, même si j'aurais préféré être à Paris. Il faudra attendre malheureusement un petit peu pour se retrouver en vrai. Ce soir, j'ai le plaisir de discuter avec Tommy Orange.
Comme vous le savez, c'est l'auteur de ce roman, Ici n'est plus ici, qui est sorti en 2018 aux États-Unis et a été extrêmement célébré et loué, a obtenu le prix des critiques, National Critics Awards, et a été extrêmement remarqué. Ça a été un accueil fantastique réservé à un début littéraire particulièrement éblouissant. Je pense qu'il faudrait que je rentre directement dans les questions que j'ai préparées pour Tommy. Je crois que la question avec laquelle j'avais envie de commencer, Tommy, après vous avoir vu faire des lectures en public qui m'ont beaucoup plu devant différents publics, j'ai été frappée par votre sincérité, dans votre manière de remercier toujours les gens qui ont consacré de l'argent à acheter ce livre, qui sont allés à la bibliothèque pour le trouver. Vous remerciez vos lecteurs d'une manière extrêmement sincère, simplement pour le fait de vous avoir lu. Et vous avez dit aussi que vous n'étiez pas une personnalité extrêmement publique vous-même, si à l'aise que ça en public. Je me demandais si le Covid et ce genre de format que nous vivons ce soir a influencé votre rapport avec votre lectorat ou vos lectorats. Est-ce que ces interactions face à face vous manquent ou est-ce que finalement vous préférez ces interactions en ligne? Parlez-nous de votre rapport au public et de son évolution pendant cette période de la pandémie. Bien sûr, merci Robert, merci Alice et merci à tous ceux qui ont permis à cet événement d'avoir lieu et à tous ceux qui sont venus. Oui, j'aurais vraiment aimé être à Paris pour faire ça en personne. Ça fait partie des moments que j'aimerais vivre en personne. J'ai dû échanger avec la France plusieurs fois pour la traduction et ça a été une des traductions les plus rapides qui a été faite. Et en fait, j'ai eu l'occasion de venir et le public, le lectorat français a été extrêmement généreux avec le livre et j'ai adoré ces jours-là. Les gens ont réussi à vraiment entrer en résonance avec ce livre. Je suis allée dans le sud de la France. Et j'aimerais bien pouvoir y revenir. Et j'ai passé du temps avec ma famille, avec des cousins de ma mère dans le sud de la France. C'était une expérience formidable. La première fois que je suis partie en tournée, c'était terrifiant pour moi. Vous vendez votre livre, les choses sont passées très vite pour moi. Je sortais à peine de la fac. En tant qu'écrivain, vous êtes quelqu'un qui fait les choses de façon relativement solitaire. Et les expériences de lecture d'un seul coup, c'est la manière de jouer ça en fait en public. Alors que le travail d'écriture est fait dans l'intimité, le travail de lecture est fait dans l'intimité. C'est sans doute le point commun entre l'écrivain et le lecteur. Donc, se retrouver dans ce système de performance, devoir se mettre en scène en tant qu'auteur, pour moi, c'était assez traumatisant, en fait. Je n'ai jamais aimé prendre la parole en public. Mais j'ai fait l'effort. Quand j'étais à l'Institut de Native American Arts aux États-Unis, de faire des lectures en public. On m'a dit que c'était important. Au début, mon principal lectorat semblait être des Blancs plutôt âgés de la côte Est. C'est comme ça que les choses ont commencé. Les gens avaient beaucoup de questions. Ça semblait partir de très loin. Il y avait des questions qui pouvaient être blessantes dans la manière dont elles étaient formulées. Il fallait déconstruire, décortiquer les choses. Et puis, à la fin de la tournée, on est arrivé à Auckland et j'ai eu l'occasion de faire des événements où cette fois-ci était présent ma communauté, les membres de ma famille. Et là, j'ai eu des retours des gens sur lesquels j'écrivais, à propos de qui j'écrivais. Ça, c'était une expérience formidable. Mais oui, j'aurais aimé être avec vous ce soir et sentir la présence du public au moment où je vous parle parce que avec Zoom, parfois, on a l'impression de parler dans le vide et on ne ressent pas forcément la présence du public et j'ai parfois l'impression de radoter tout seul. Moi, je me dis toujours que je suis en train de radoter tout seul, mais
je m'en sors en continuant à radoter. Donc, cet institut dont vous avez parlé à Santa Fe, vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu plus, comment vous y êtes entré? Qui étaient vos enseignants là-bas? Est-ce que vous avez eu l'occasion aussi de lire avec vos collègues d'études, vos autres étudiants? Je n'avais aucune idée de l'existence de cette école à l'époque où moi-même, pourtant, j'avais vécu un peu au Nouveau-Mexique. Et je ne savais pas surtout qu'ils avaient un master d'écriture, de fine arts. J'avais entendu parler d'ateliers de création visuelle et puis de poésie. Et puis, ma femme est rentrée dans une résidence assez prestigieuse. Dont je n'avais encore jamais entendu parler. Et en fait, elle m'a encouragée à postuler à ce master. Elle savait que j'avais un jeune fils à l'époque, donc c'était cette écrivaine qui m'a encouragée à postuler à cette résidence et qui m'a encouragée à postuler en me disant c'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un Master of Fine Arts qui était dans une école destinée aux écrivains amérindiens, aux écrivains autochtones. Moi, je pensais que les écrivains, en fait, devenaient toujours écrivains par eux-mêmes, tout seuls. Et j'avais peur, en fait, que ce type de formation soit une manière de tuer l'écrivain en vous. En fait, je pensais qu'il fallait s'immerger et que ce genre de formation risquait d'éliminer chez vous la singularité. J'avais peur d'écrire de la même manière que tous les autres. Mais j'ai décidé quand même de postuler et je suis rentrée dans ce programme. Donc, j'étais dans cette résidence et j'ai postulé pour rentrer dans le Master of Fine Arts et ça a été une expérience absolument incroyable. Je n'aurais pas eu la même expérience ailleurs. Il y a d'autres écrivains, donc il faut pouvoir expliquer ce qu'on fait et on a eu l'occasion de parler de notre art de l'écriture dans le contexte de notre expérience autochtone. J'avais écrit la moitié du roman au moment où j'ai commencé à suivre ce master et j'ai terminé le roman après la fin du programme. Vous avez travaillé dans une librairie, vous avez raconté à quel point c'était important pour vous, la lecture, comment la découverte de la littérature avait été importante pour vous et dans la manière dont vous aviez commencé à écrire. Et puis ensuite, cet accès que vous avez eu à ce Master of Fine Arts qui semble vous avoir propulsé d'une certaine manière, vous avoir permis d'apprendre beaucoup de choses. Il y a un passage dans le roman où Tony Loneman s'imagine à l'âge de 4 ans en train d'écouter sa grand-mère qui lui chante des chansons cheyennes pendant qu'elle fait la vaisselle. Et ce personnage, on comprend, a un syndrome d'alcoolisme fœtal, qui est un syndrome qui a beaucoup d'impact sur la conscience d'une personne. Et en lisant ce passage, je me suis dit, ça a dû être incroyablement difficile de saisir tous ces différents aspects, d'écrire un passage pareil. Et ça montre vraiment tout votre talent. Est-ce que vous pouvez peut-être parler de cette scène ou peut-être d'autres dans lesquelles il y avait vraiment une nécessité d'utiliser des images, des sons pour capturer quelque chose de très compliqué sur la conscience? Comment est-ce que vous y êtes pris pour faire ça? Bien sûr, merci. Merci pour tous ces compliments qui sont dans votre question et que je reconnais, que j'apprécie. Ce qu'il y a d'intéressant avec Tony Loneman en particulier, ce qu'il y a
curieux, c'est que cette voix était tellement particulière et tellement claire dans la façon dont elle m'est apparue. C'est presque comme s'il encadrait la narration de tout le roman. Il apparaît juste après le prologue, c'est la première voix, le premier chapitre, et on termine avec lui, et il encadre vraiment la narration. Et tout ça m'est venu très vite et de manière extrêmement limpide. C'est ça, la voix de Tony, c'est son expérience. Je ne voudrais pas donner l'idée qu'il y a une mystique de l'écriture, dire que ça m'est apparu comme ça a l'air un peu dingue, mais il y a bien sûr beaucoup de travail, beaucoup d'efforts dans l'écriture, mais je crois que pour Tony en particulier, cette voix m'est venue très facilement, alors que Opal, par exemple, qui a 2 chapitres, dont l'un sur l'occupation d'Alcatraz, ça m'a pris 4 ans pour que ça sonne juste. Et donc, tout le travail qui est mis là-dedans, c'est presque plus facile d'en parler parce qu'en fait, Tony, c'est le premier qui m'est venu quand j'ai commencé à programmer le roman, à réfléchir à ce roman. J'avais des idées sur ce que je voulais explorer, une forme d'intelligence dans la mémorisation des aspects, en fait, de sa personnalité. Je voulais explorer d'autres formes d'intelligence que celles auxquelles on accorde en général du crédit. Les gens ont tendance, d'après son allure, en fait, à son apparence, à penser qu'il est moins intelligent, et je voulais lui donner une forme de sagesse, d'intelligence particulière. Donc, il y avait beaucoup de choses que j'avais envie d'explorer avec cette voix, mais c'est vraiment une voix qui m'a apparu tout de suite et très facilement. Alors qu'Opal, j'ai travaillé dans une ONG, à un centre de santé à Auckland pour les autochtones, et on avait un groupe de jeunes qu'on a accompagnés, qu'on a emmenés à Alcatraz, et des aînés étaient là pour leur raconter ce qui s'était passé à l'époque. Et c'est là où j'ai eu l'idée de me demander ce que ça pouvait être pour les enfants de vivre ce moment très particulier. J'ai fait des recherches, dont d'ailleurs la lecture de votre livre, Robert, qui m'a énormément plu. Et pendant 4 ans, pour essayer de comprendre le point de vue, en fait, de cette voix, j'ai beaucoup travaillé pour la replacer dans ce contexte de l'événement autour d'Alcatraz. C'est presque un personnage vraiment central. Ce que je voulais vraiment écrire, c'était l'effet, l'impact que ça va avoir sur les enfants. Donc, l'écrire au passé, en essayant de conserver cette innocence, ça a pris énormément de temps. Il y a eu pas mal de jets autour de cette version, et j'avais envie d'avoir assez de recul. C'est pour ça que j'ai utilisé ce passé pour vraiment contenir cette voix et aussi pour maintenir l'innocence du point de vue des enfants. Oui, pour poursuivre sur la question d'Alcatraz, dans mon expérience, ça rejoint vraiment ce que j'ai pu écrire sur Alcatraz. D'une certaine manière, on pourrait être un peu rebuté et se dire que c'est un aspect négatif de l'histoire de la population autochtone, mais la manière où on pourrait se dire les gens vont être en colère contre moi si j'écris là-dessus, ou bien peut-être que je ne vais pas aller jusqu'au bout de ce personnage, mais évidemment, je pense que c'est ce que transmet l'écriture de ce livre. Chaque personne amérindienne connaît ce personnage. Tous les gens qui connaissent un Amérindien connaissent ce personnage que vous écrivez. Donc, si on évite d'écrire la vérité sur ces personnages, eh bien, on va censurer l'idée d'écrire un personnage qui peut être très intense, qui peut avoir des aspects négatifs de sa personnalité. Donc, il est important, je pense, de dire qu'il faut être honnête sur ces personnages et dévoiler des caractères, des aspects qui peuvent être négatifs. Et je pense que c'est pour ça que c'est très important que vous ayez écrit cette scène sur Alcatraz. Et à mon avis, les vétérans d'Alcatraz, ça doit être un public vraiment très difficile. Est-ce que vous avez eu des retours de gens qui étaient présents à Alcatraz sur la manière dont vous avez écrit sur leurs expériences?
Oui, il y a eu plusieurs personnes. Il y a eu une femme. Je ne sais pas si elle était présente, mais en tout cas, c'est une femme qui se sent comme si elle avait été là. Elle connaît les gens qui étaient présents, si ce n'était pas son cas à elle. Elle est intervenue à une rencontre à laquelle j'ai participé et elle a dit, elle m'a remerciée. C'était en public, c'est une ancienne de la communauté et elle a eu l'impression que mon livre l'avait aidée à comprendre mieux les jeunes. Et ce n'était pas spécifiquement sur Alcatraz, mais c'était de lire des choses sur la perspective des jeunes autochtones d'Auckland. Et pour moi, ça a été très important de savoir que j'avais réussi à vraiment aider quelqu'un dans leur vie. Il y a aussi une femme qui avait raconté une histoire quand j'étais là-bas avec le groupe des jeunes du groupe de santé. Cette femme, elle ne m'a pas vraiment donné de retour sur le livre. Ces gens, ils étaient très gentils, ils appréciaient le fait que j'avais du succès sur le livre. Ils n'avaient pas un angle critique ou littéraire, ne sont pas des spécialistes de littérature. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens en général qui ont des critiques sur le livre, à la fois d'un point de vue critique et du point de vue de leur expérience vécue. Mais moi, les gens que je rencontre, ce sont des membres de la communauté, des gens que je connais, que j'aime beaucoup. Donc, évidemment, je comprends ce que vous dites sur l'idée que c'est un public très dur et des gens qui ont beaucoup d'enjeux sur ces thèmes. Et j'ai fait de mon mieux pour vraiment faire mon travail d'artisan et pour écrire tout cela le mieux que j'ai pu et de raconter ces histoires au mieux que j'ai pu. Et ensuite, les critiques que les gens peuvent avoir, eh ben, j'ai fait de mon mieux d'un point de vue littéraire, c'est tout ce que je peux dire. Mais évidemment, ça n'a rien à voir avec l'expérience réelle que les gens ont pu vivre. Quand j'ai commencé à enseigner la littérature autochtone au début des années 90, je disais toujours à mes étudiants, vous n'êtes pas en train d'acheter un guide de voyage sur le monde autochtone, vous êtes en train de lire un roman. Et c'est la même chose quand on va dans le sud. Peut-être que certaines personnes vont vouloir lire Faulkner avant d'aller dans le sud, mais ce n'est pas le meilleur moyen de savoir où est le meilleur hôtel là-bas. Il faut acheter un guide de voyage. Si on veut avoir autre chose, on achète un roman, quelque chose qui est unique à ce roman. Oui, pour moi, ce que font les romans, ce que j'apprécie dans les romans, c'est qu'ils explorent la conscience, ils explorent l'intériorité. Si on veut cartographier l'intériorité, par exemple, on peut lire un livre de Stephen Graham Jones, on peut lire de la littérature et des romans pour cette exploration de la conscience. Et c'est ça que j'aime dans le roman. Et comme vous dites, le roman n'est pas là pour faire autorité sur l'expérience de quiconque. C'est une exploration de la conscience de ces différents personnages. Pour revenir au titre et la complexité du rapport de ce titre au reste du livre, ici n'est plus ici. Évidemment, ici nous sommes à Paris. Évidemment, nous voudrions être à Paris en train de parler à des gens de Paris. C'est une citation de Gertrude Stein, qui est une autrice américaine qui a beaucoup vécu à Paris, qui a eu un gros impact à Paris. C'est une phrase de Gertrude Stein qui, comme vous l'avez dit, cette phrase est toujours prise de travers. C'est censé parler d'Auckland et de dire que c'est un lieu où il n'y a rien à trouver. Mais vous, quand vous citez cette phrase de Gertrude Stein, on dirait que votre rapport à la signification de l'être ici, particulier aux personnages du livre, leur conscience particulière, ils sont là à Auckland. On a l'impression que le dernier ici, le dernier là dans le roman, c'est une contraction, c'est they are there, they are there. Donc c'est une déclaration, ils sont ici. L'important, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les gens qu'ils ne sont pas présents dans ce lieu. Et donc tout cela est exploré du point de vue de conscience très différente. Bref, je voulais vous demander ce que signifiait pour vous cet être ici et ce que ça impliquait pour l'esthétique du livre.
Merci. D'abord, je voudrais être très honnête avec tout le monde. Je ne suis pas un lecteur de Gertrude Stein. Évidemment, j'ai lu beaucoup de phrases d'elle, mais je ne peux pas dire que je suis vraiment un grand expert sur son œuvre. Je la trouve assez difficile à lire, mais avec certainement des moments très intéressants. Mais du point de vue, je la trouve un peu difficile en termes de lecture. Alors, j'ai trouvé cette citation. J'ai reçu une bourse d'art culturel de la ville d'Auckland et il y a une partie très autobiographique du livre où le personnage se retrouve devant un panel de juges et ça, c'est ce que j'ai fait. Et donc, en faisant des recherches, à la fois pour le roman et pour ma demande de bourse, je cherchais ce que d'autres auteurs qui venaient d'Auckland avaient à dire sur la ville. Et c'est là où j'ai trouvé la phrase de Gertrude Stein. Il y a Jack London aussi qui écrit beaucoup sur le monde sauvage, mais moi j'écris un roman urbain. Et il y a ensuite Gertrude Stein qui écrit seulement sur le fait de ne pas écrire sur Auckland. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que j'ai trouvé cette citation. J'étais en train de faire des recherches sur ce que les gens disaient de la ville. Et j'ai essayé de faire un projet général d'histoire, mais ça s'est transformé en roman. Mais en tout cas, en lisant cette citation de Stein, je l'ai lue à travers une perspective autochtone, c'est-à-dire à travers le prisme de cette expérience d'être quelqu'un qui est né, qui a grandi à Auckland, qui a un père autochtone et une mère blanche, qui a grandi en voyageant en Oklahoma, donc qui voit aussi Auckland du point de vue de l'Oklahoma. Donc toutes ces perceptions très complexes du point de vue de quelqu'un, d'un jeune qui a grandi entre deux cultures, dans une ville très diverse. Et donc l'ici, l'être ici de Auckland, il est très riche, très intéressant, il a une âme très forte. Et aussitôt après avoir lu la citation et l'avoir comprise dans le contexte autochtone, de quelqu'un, des gens qui vivent dans les villes, d'habitude on ne pense pas aux autochtones comme vivant dans les villes, en venant de cette communauté urbaine, en travaillant à Auckland pendant une décennie, je voulais parler de l'invisibilité des populations autochtones dans la ville, dans les populations, dans la culture populaire. Leur être ici n'était pas présent puisqu'on n'en parlait pas et qu'ils étaient invisibilisés. Presque aussitôt, j'ai aussi vu le côté, la mauvaise interprétation qui était faite. Il est finalement très commode de se dire que ces gens ne sont pas présents à Auckland si on veut gentrifier la ville. Ça fait écho à l'idée des grands espaces sauvages de l'Ouest américain, l'idée qu'on disait il n'y a personne là-bas pour justifier l'expansion des pionniers. C'est comme ça qu'on parlait de ce pays. Le Nouveau Monde, c'était vide. Il y avait des animaux qu'on appelait des Indiens. Et tout le territoire était libre pour être pris. Donc cette idée qu'il y avait des sauvages, c'était aussi une manière très commode de dire il n'y a rien ici. Si on souhaite coloniser, occuper un territoire, c'est très commode de dire qu'il n'y a personne ici. Si on veut faire sa loi et tracer des frontières. Donc tout ça, toute cette phrase fait écho à toutes ces idées, toutes ces différentes idées. Et je savais le titre que je voulais, parce que je savais que je voulais écrire un livre sur Auckland qui parle des autochtones à Auckland. Donc je savais que le titre du livre était contenu dans cette citation. Et il m'a fallu 1 an pour trouver le titre, There, There. Et je me suis rendu compte que j'aimais ce titre, j'ai tout de suite cherché sur Google parce que je me suis dit, il doit déjà y avoir quelque chose, ça a dû déjà être utilisé par quelqu'un d'autre. Et je me suis tout de suite rendu compte que c'était une chanson de Radiohead. Pour moi, je le connaissais juste sous le nom de Morceau 09 parce que j'avais cet album, mais je l'avais piraté. Et la personne qui avait téléchargé le morceau avait enregistré le titre du morceau, il avait juste mis le numéro, donc numéro 9. Donc pour moi, c'était la chanson 9. Et je ne m'étais pas rendu compte que la chanson, si on regarde les paroles,
Les thèmes sont très proches du livre parce qu'on a l'impression qu'on est ici et qu'il n'y a personne ici. Il y a cette idée qu'il y a des accidents qui attendent de se produire, de même que dans le livre, on a cette crainte tout au long du livre de ce qui va peut-être se passer. Oui, très honnêtement, j'ai vécu pendant 8 ans dans cet endroit et pour moi, j'avais l'impression que c'était un lieu très célèbre où vivaient toutes ces populations autochtones. Et j'avais l'impression que quand je rencontrerais des gens, ils auraient toujours cette nostalgie pour un autre lieu. Pour eux, leur ici était toujours censé être ailleurs, dans une réserve ou dans un autre lieu dont ils auraient été arrachés. Et très vite, j'ai eu le message de la part de ces gens dont les parents étaient arrivés dans les années 50 ou même avant cela. Ces gens, ils s'étaient décidés à se dire, ici, c'est ici chez moi. Mon ici, il est ici, il n'est pas ailleurs. Et ça m'a obligée à m'ajuster à cette réalité. L'idée que les gens n'ont pas un chez eux qui serait toujours un ailleurs. Donc, pour moi, ça a été une découverte qui était très importante. Et je pense que peut-être une chose que vous ne dites pas, c'est que tout ce processus doit se produire à travers l'écriture. Si vous voulez écrire un essai politique sur la phrase de Gertrude Stein, sur l'être ici et l'être ailleurs, ça c'est une chose, mais partir de cette phrase pour écrire un roman, c'est très différent. Et même si je pense à la manière dont mon amie Lisa Washuta parle de l'écriture de non-fiction, elle dit personne ne se rend jamais compte qu'il y a un écrivain qui a travaillé sur ce texte et que c'est vraiment un travail d'écriture qui est à l'œuvre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange dans vos interviews, dans votre travail? Est-ce que vous avez l'impression qu'on remarque peu le travail d'écriture? Parce que je sais que vous êtes un auteur qui adore le roman, vous êtes très, très littéraire et c'est quelque chose qui vous importe. Oui, merci. Je pense que pour les femmes, pour les gens de couleur, les non-blancs, beaucoup de questions semblent tourner malheureusement autour de tiens, vous devez avoir une vie intéressante et vous écrivez sur des gens réels. Donc, ils vous posent des questions sur votre vie comme si votre imaginaire était inférieur et comme si vous ne pouviez que transcrire une vie intéressante. Donc oui, ça a été frustrant parfois d'avoir toutes ces questions sur mais qui sont ces gens à propos desquels vous écrivez? Tout est inventé dans le livre. Bien sûr, ils sont composés à partir de différentes influences. Bien sûr, il y a une partie de moi, il y a une partie de ma famille, avec leur autorisation, bien sûr, dans ces personnages, en particulier dans le chapitre Thomas Frank, qui est très autobiographique. C'est parfois frustrant parce que j'ai pris 8 ans à écrire ce livre, entre le moment où j'ai eu l'idée jusqu'à la publication. Et il y a beaucoup de travail, beaucoup de relecture encore et encore des phrases que vous écrivez. Et pour quelqu'un qui a tendance déjà à s'autocritiquer, c'est parfois difficile de garder l'élan, de continuer à travailler ces phrases pour qu'elles soient plus lisibles, pour qu'elles soient compréhensibles pour le lecteur, de construire ce monde, de lui donner une cohérence. C'est beaucoup de travail, tout ça. Et c'est ça le métier. Et c'est ça, cet art. Donc, ça peut être frustrant d'avoir quelqu'un qui vous dit ah, votre vie doit être tellement intéressante et qui ne vous pose des questions que là-dessus. Comme si on contemplait une mosaïque sur laquelle on sait que quelqu'un a mis des années de travail et on a l'impression de ne pas avoir la même reconnaissance. On nous demande simplement bah, qui sont les personnages de cette mosaïque. Ok, alors celui-là c'est mon cousin, celui-là c'est mon ami. Bon, c'était même pas une réponse très intéressante à vrai dire à une question inintéressante. Oui, oui, celle-là c'est ma mère. Ok, il peut y avoir de meilleures questions. Sur le chapitre sur Thomas Frank, vous avez dit que c'était le plus autobiographique. Il est incroyablement bien écrit. L'imaginaire nécessaire pour remonter aux origines de quelqu'un, c'est-à-dire d'où il vient. Donc, ce n'est
pas simplement une question autobiographique de récit de faits. Il y a encore une fois énormément de talent dans la construction. Nous n'avons plus beaucoup de temps, alors je suis en train d'essayer de décider de quoi j'ai le plus envie de parler. Je vais peut-être vous laisser choisir. Il y a tellement de sujets intéressants. J'ai lu votre portrait dans GQ et ce qui était très intéressant, c'était le lien entre la manière dont vous réfléchissez les médias, votre rôle d'écrivain, votre musique aussi. Je sais que vous jouez de la guitare. Vous êtes aussi peut-être intéressé par cette relation, ce rapport entre le son et l'écriture. Et puis la dernière chose, c'est sans doute le prologue. En fait, je suis fascinée par ce prologue que vous avez imaginé. Je pense que ça a été probablement ce qui a dû être le plus difficile à faire, introduire un roman avec un prologue de cette nature qui fonctionne extrêmement bien et qui a été salué. Vous avez vraiment trouvé comment le faire. J'avais un peu envie de savoir comment vous aviez fait ça. Donc voilà, ces différents sujets. Dites-moi de quoi vous avez le plus envie de parler. Je veux peut-être répondre à la question sur le son. J'écoute tout le temps de la musique quand j'écris. Ah, ben, c'était une question que je voulais poser justement. Qu'est-ce que vous écoutez? J'ai une playlist de 500 chansons. J'écoute beaucoup de musique de toutes sortes. Il peut y avoir des paroles, en général, pas beaucoup de mélodies, des choses très minimalistes. Max Quicker, j'aime beaucoup, mais parfois est très, même trop mélodique pour moi. J'aime bien des choses en fait finalement assez répétitives comme un bourdonnement continu. Mais il y a une chanson que j'écoute beaucoup quand j'écris sans trop savoir pourquoi. Et je ne sais pas pourquoi ça marche pour moi. Et je suis en train d'essayer de la retrouver. C'est sur la BO de Titanic. C'est un morceau de Gavin Bryars. C'est un morceau de 20 minutes et c'est formidable pour écrire. Je lis mes phrases à voix haute quand je peux. Ça fait partie de mon processus d'écriture. J'étais musicien avant d'être écrivain. Donc le son, la sonorité des phrases est une partie importante de ma manière d'appréhender le fonctionnement de ces phrases. Il faut que je le lise à voix haute. Quand je travaillais sur Ici n'est plus ici, j'ai beaucoup édité le manuscrit dans une chambre d'hôtel parce qu'il y a une forme d'isolement. On peut lire à voix haute sans être gêné. Donc voilà pour ce qui est du rapport à la musique. En ce qui concerne le prologue, beaucoup de gens ont parlé de ce passage comme relevant de la non-fiction, comme si j'avais mis un essai de non-fiction avant le démarrage du roman. Ce n'est pas de cette façon-là que je l'ai écrit. J'ai apprécié votre référence à ce portrait dans GQ. Je trouve ça ne me plaît pas beaucoup cette idée d'associer de la non-fiction avec de la fiction, mais ce que je me dis à chaque fois, quand je dois écrire quelque chose qui est de l'ordre de l'essai de non-fiction, je me dis que je l'écris comme si c'était de la fiction et que la voix doit être similaire à ce que j'écrirai en fiction. Et c'est ça qui me permet de le faire. Si je me dis que je suis en train d'écrire un essai, c'est vraiment difficile pour moi. Donc, en fait, j'ai écrit ça comme un chœur grec. Si vous le remarquez, le pronom, c'est « nous » dans le prologue. Vous l'avez peut-être remarqué, celui d'un chœur. Je voulais porter ce point de vue de l'Indien urbain et j'avais besoin d'avoir ce « nous » pour expliquer comment les Indiens ont atterri dans des villes, comme les autochtones ont atterri dans des villes. Moi, je connais cette histoire, mais je comprends aussi que c'est quelque chose sur lequel on a très peu de contexte et dont on parle très peu. Même si vous êtes vous-même autochtone et que vous connaissez cette histoire, j'avais envie, qu'en le lisant, même si ces informations ne sont pas complètement nouvelles pour vous sur ce massacre ou les origines affreuses de la société dans laquelle nous vivons, je voulais que ce soit quand même entraînant pour le lecteur, même un lecteur qui aurait connu cette histoire, que ça donne envie de lire la suite. Donc, je l'ai écrit comme un chœur, une voix chorale, et j'ai eu aucune résistance de la part des éditeurs.
j'imagine que c'est quelque chose de pas très conventionnel pour un roman, de commencer sur ce ton. Et c'est vrai que les éditeurs, en général, veulent des dialogues, veulent que ce soit lisible, veulent qu'on rentre dans les personnages. Et c'est vrai que c'est très différent, mais je pense que le contexte de publication de ce livre et qu'il faut comprendre le moment où ce livre est né et dans la période dans laquelle il s'est développé. Je l'ai vendu en février, juste après l'élection. J'ai eu un contrat juste après l'élection de Trump, en février, qui a suivi cette élection. Et j'ai eu un agent, on était encore en fait en train d'essayer de comprendre ce qui se passait avec cette élection. On suivait les actualités nationales et cet événement nous a permis d'avoir accès à des personnes qui essayaient de comprendre ce qui se passait. Ça a été la même chose après le film Alcatraz ou après Danse avec les loups. Il y a des moments comme ça qui attirent l'attention, où il y a une curiosité et un besoin d'entendre ces voix-là. Et dans ce contexte-là, c'était vraiment un contexte où on voulait entendre des voix qui s'opposaient à ce que représentait Trump. Historiquement, par rapport à ce pays, et son insistance à défendre ce mensonge de la grandeur passée de l'Amérique, de l'oubli de tout ce que représente une partie de cette histoire. Et je pense que le prologue a pu exister tel qu'il était à cause de ce contexte, le contexte dans lequel ce livre a été signé et publié. Je ne suis pas sûre que 5 ans avant, ça aurait été la même chose. C'est formidable. Merci beaucoup pour cet échange. Je crois que nous arrivons au bout du temps. Bravo et félicitations pour ce livre. Je suis sûre que nous allons continuer à le lire pendant très longtemps. Merci, merci beaucoup pour toutes ces questions extrêmement bien pensées. Robert, tu m'as ôté les mots de la bouche. Merci beaucoup. Il a disparu à présent. Vous pouvez tout à fait rentrer dans la conversation au moment où vous voulez. Merci pour ces questions extrêmement bien préparées. Et restez avec nous pour qu'on vous remercie encore à la fin. Pour tous ceux qui sont arrivés peut-être en cours de route, nous sommes donc dans le cadre d'une série de rencontres virtuelles, Lettres d'Amérique, avec l'American Library in Paris et la contribution de l'ambassade des États-Unis, du magazine Transfuge. Je suis Alice McCrum. Tommy Orange s'adresse à nous ce soir, auteur de Ici n'est plus ici. Vous devez voir la couverture du livre en anglais qui est magnifique et très flashy. Et nous arrivons maintenant à la partie où vous pouvez poser vos questions. Si vous ne les avez pas encore posées dans le chat, que ce soit sur Zoom ou sur Facebook, n'hésitez pas à le faire maintenant, en anglais ou en français. On essaiera d'en passer le plus possible. Je vais en regrouper déjà 2 pour commencer, si vous me le permettez, autour de thèmes similaires. Je voudrais saluer le public international ce soir. Nous avons des gens d'Arizona, de Missouri, de Chicago, de Paris, des Alpes, de Lyon, de Lettonie, de San Francisco, du Colorado, dans les montagnes rocheuses, de Los Angeles et d'Oakland, bien sûr. Donc, bonjour à tout le monde dans tous ces pays. Voici la première question. Vanessa demande: qu'est-ce que vous pensez du récit comme une façon de soigner les communautés, de faire du bien en communauté? Une autre question était que there, là, en anglais, c'est aussi une phrase qu'on peut dire pour réconforter un enfant. Donc, est-ce que vous voyez ça aussi, ce livre, comme une forme de réconfort assez bizarre? Je pense que l'idée de guérir la communauté et l'histoire de raconter des histoires dans un contexte qui est sombre, qui est lourd, où l'histoire est racontée, le fait d'entendre les histoires, ça peut être un réconfort parce qu'on sent qu'on n'est pas seul, mais c'est un confort qui est complexe, un réconfort qui est complexe parce que ces histoires peuvent être parfois très lourdes quand on parle de déplacement de population,
quand on parle, Auckland, c'est une ville qui est dure et il y a beaucoup d'histoires qui sont très dures qui viennent de cette ville. Moi, j'ai travaillé sur les récits oraux, sur les contes. J'ai commencé à écrire un roman et j'ai vu vraiment que cette guérison, c'était quelque chose un effet qui se produisait dans beaucoup de communautés différentes. Je voudrais dire des communautés, peut-être pas qui sont invisibles, mais en tout cas des histoires qui ne sont pas autant racontées. J'ai voyagé à travers tout le pays avec une ONG. J'ai travaillé avec des communautés autochtones à Auckland et j'ai vu le pouvoir que ça avait pour les gens, non seulement de raconter leur propre histoire d'une manière authentique, donc on apprenait aux gens à transformer leurs histoires en petits films, mais aussi le fait de pouvoir formuler, de pouvoir donner voix à quelque chose qui leur est arrivé. J'ai pu voir le pouvoir de guérison que ça avait dans le contexte d'une communauté. Donc, avant de travailler sur le roman, j'ai vraiment vu cette guérison s'opérer à partir du récit d'histoire. Donc, je pense vraiment que cette guérison, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Je ne sais pas si le roman a le même effet et je ne dirais pas que je suis un guérisseur en tant qu'écrivain parce que ça semblerait complètement fou. Mais je suis convaincue que le fait de formuler des choses qui n'ont pas été dites, la vie des choses à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi, la différence entre le silence et le fait de dire quelque chose, c'est quelque chose qui peut transformer la réalité quand ça se produit. Et ça peut être une guérison de raconter et d'entendre des histoires. Et pour vous personnellement? Eh bien, je pense que écrire, c'est quelque chose qui est très dur. C'est très difficile. Le livre que je suis en train d'écrire maintenant, c'est encore plus difficile pour moi de l'écrire. Et donc, évidemment, ça peut être très excitant, ça peut être une guérison, ça peut être une catharsis, mais ça peut aussi être une torture. Donc, c'est compliqué, je pense, quand on parle de l'écriture, du fait d'écrire des romans. Quand on parle de n'importe quelle création artistique, il faut de la discipline. Et je pense que c'est différent le fait de travailler dans le contexte d'une communauté, de se raconter des histoires en tant que communauté. Ça, c'est quelque chose qui est différent selon moi. Et c'est peut-être plus facile de considérer ça comme un processus de guérison et un espace thérapeutique. Je pense que la création artistique, c'est un peu plus compliqué. Alors, je reçois beaucoup de questions. Kathleen voudrait savoir, c'est en particulier sur la France. Je pense que c'est intéressant, car Kathleen dit, Tommy a dit qu'il avait des cousins en France du côté de sa mère. Vous confirmez? Oui. Et cette personne veut savoir, ça m'intéresserait de savoir si Tommy a une expérience d'écriture sur les Français et leur relation avec les Amérindiens et vice-versa. Et peut-être comment ces interactions peuvent être différentes des interactions américaines. Oui, ça pourrait m'intéresser d'écrire là-dessus à l'avenir. Je ne connais pas si bien que cela ce côté de l'histoire, donc il faudrait que je fasse des recherches sur, par exemple, les guerres franco-indiennes et le contexte de tout cela. Mais je pense qu'il y a une énorme différence dans la manière dont les gens pensent les Amérindiens et les problématiques qui les affectent. Et j'ai voyagé un petit peu et c'est intéressant de voir comment tout cela est perçu dans différentes parties du monde. Donc oui, ça pourrait m'intéresser. Il y a une histoire familiale qui est du côté de ma mère. Du côté de ma mère, il y a 3 frères qui sont partis vivre dans le sud de la France en bateau, qui sont partis tout seuls et qui ont traversé le pays en train et qui ont ouvert un saloon à Livermore, qui est juste de l'autre côté d'Auckland. Donc, cette expérience de ma famille serait très intéressante à écrire. Ça pourrait m'intéresser d'écrire là-dessus. Ouais. Mais je pense qu'il y a quelque chose dont j'ai pas. Ce qui m'intéresse, c'est le rôle de colonisateur, hein. L'Allemagne, la France, les États-Unis et leur présence en tant que colons dans d'autres pays. Et ce n'est quelque chose dont on parle moins que la présence de l'Amérique, qui est évidemment la version la plus choquante et la plus extrême de la colonisation. Mais évidemment, il y a l'Angleterre qui est impliquée dans tout ça. Oui, j'allais le dire.
Effectivement, le Royaume-Uni, oui. Oui, absolument. Nous avions 2 questions qui sont entremêlées. Sur le fait d'entremêler des histoires. Linette, je voulais en savoir plus sur la manière dont vous avez développé toutes ces histoires qui s'entrecroisent. Comment vous avez travaillé pour entrecroiser ces histoires et développer ces personnages. Et ensuite, une autre question. Elle a reposé cette question. Très bien, donc je pense qu'elle veut vraiment votre réponse à cette question. Une question sur le fait de mélanger des histoires et comment cela fonctionne dans votre processus. Et elle dit qu'elle a beaucoup apprécié cet aspect de votre écriture. Oui, quand j'ai commencé à écrire un roman, j'ai toujours voulu que ce soit ce genre de roman. C'est pas quelque chose qui s'est produit dans le processus d'écriture. C'est pas comme si j'avais écrit différentes histoires que j'ai ensuite réunies. Je voulais dès le départ que ce soit une histoire qui rassemble beaucoup d'histoires différentes et qui les mette en lien les unes avec les autres. Après, le processus du tissage en lui-même, c'est pas très drôle, mais l'idée j'avais un point d'arrivée, cette fin cataclysmique dans le powwow à Auckland, c'était vraiment le point de départ de toute l'écriture du livre. Et le fait d'avoir cette arrivée, c'était très pratique, parce que là, maintenant, je suis en train d'écrire un roman qui est compliqué et je n'ai pas mon point d'arrivée comme ça qui rassemble tous les fils narratifs. Et ça fait une énorme différence. C'est beaucoup plus compliqué pour moi maintenant sur ce livre aussi de comprendre ce qui réunit toutes ces histoires. Donc, je ne peux pas vraiment vous dire. Je peux juste vous dire que c'était difficile, mais en tout cas, c'était quelque chose que je voulais faire dès le départ. Donc, c'est une difficulté que j'ai recherchée. On veut écrire un livre qui soit lisible, qui soit compréhensible et qui auquel le lecteur puisse se connecter. Et le fait d'avoir différentes voix qui interagissent, ça peut être assez difficile, mais c'est clairement ce que je recherchais. Vous avez 2 fois fait allusion à votre deuxième livre maintenant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur son lien avec Derrière? Est-ce que c'est une suite? Est-ce que c'est autre chose? Oui, c'est une suite. C'est un peu comme une préquelle, c'est-à-dire qu'il y a une partie historique qui qui fait le lien avec les personnages de Derrière, qui parle des pensionnats des écoles. Et il y a une histoire sur la tribu Cheyenne et Arapaho. Moi, j'appartiens à ces 2 tribus. Et historiquement, elles sont fusionnées en une seule tribu, en tout cas pour ce qui est reconnu par les gouvernements. Moi, j'appartiens aux Cheyennes du Sud et l'histoire des écoles, des pensionnats, ça a commencé avec les Cheyennes du Sud. Le général Henry Pratt a eu l'idée de ces internats en voyant ces prisonniers dans une prison en Floride pendant 3 ans. Et pour lui, ces prisons étaient un moyen de civiliser ces prisonniers. Et donc, c'est comme ça qu'il a eu l'idée d'éduquer les enfants indiens. Et l'idée s'est vraiment développée. Ces écoles se sont développées dans tout le pays. Et ces écoles, maintenant, on connaît les horreurs qui ont été commises et le génocide culturel qu'elles ont facilité pendant des générations et jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je parle de ce qui se passe après le powwow, qui se termine dans Ververs. Et ensuite, comment est-ce que cela va avoir un impact sur les vies de beaucoup de personnes autochtones? Ce qui me rappelle votre citation d'ouverture. Encore une fois, un choix extrêmement littéraire, Bertolt Brecht. Comme Robert l'a mentionné, c'était Brecht, Stein. Il doit y avoir des fans de Stein qui doivent être avis quelque part. J'aimerais lire cette citation. Je crois que je vais la lire 2 fois pour entendre la musicalité aussi de votre écriture. En français, au temps des ténèbres, y aura-t-il encore des chants? Oui, il y aura encore des chants sur le temps des ténèbres. Au temps des ténèbres, y aura-t-il encore des chants? Oui, il y aura encore des chants sur le temps des ténèbres. Est-ce que vous entendez cette musicalité? Est-ce que vous avez l'impression de continuer effectivement à chanter? Est-ce que vous avez le sentiment? Nous sommes dans un temps de ténèbres. Je crois que tout le monde sera d'accord. Nous sommes dans une époque, un temps de ténèbres. Si ce n'est pas juste en 2000,
18 pour tout le monde, je crois qu'aujourd'hui, c'est le cas. Et il faut nous accrocher à cet espoir que nous continuerons à chanter. Nous avons besoin de l'art, de ce qu'il peut faire pour nous. Dans les moments où nous pouvons nous sentir désespérés et impuissants, je crois que parfois, l'art, que ce soit le cinéma, la musique, la littérature, est extrêmement importante. Justement, dans ces temps de ténèbres, les ventes de films et d'alcool augmentent pendant ces périodes-là, et je crois que l'art peut jouer un rôle similaire. Et par rapport à cette époque, au temps de ténèbres que nous vivons aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, moi, je regarde des séries télé, je lis, j'essaie de continuer à lire autant que je le peux. Toutes les formes artistiques m'intéressent. Je ne suis pas tellement branchée art visuel. Je ne suis pas un grand admirateur de la peinture, des tableaux. Disons que je ne connais pas très bien, je n'ai pas beaucoup d'expérience de ce type de forme, mais la musique, clairement, la lecture, et puis aussi le cinéma et la télévision sont une sorte de médicament pour moi. Vous avez aussi mentionné des éléments à propos de votre façon d'écrire. Vous avez parlé de la discipline. Je suis très curieuse de savoir, d'avoir un aperçu en fait de la manière dont vous écrivez, la dimension plus matérialiste du processus d'écriture. Est-ce que vous vous levez tôt? Il doit être 10h30 maintenant chez vous? Ah, 11h30, ça va. Quand je me suis excusée parce que c'était tôt, vous m'avez dit que non. Est-ce que ça veut dire que vous vous levez tôt pour écrire? Vous savez, je crois que je suis probablement à mon meilleur entre 6 et 8 heures. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire Ici n'est plus ici, avant le travail, entre 6 et 8 heures du matin. Et les premières voix me sont apparues pendant cette première année d'écriture, à ce moment-là de la journée. Quelque chose se passe dans mon cerveau qui est très favorable à la langue à cette période précise de la journée. Mais aujourd'hui, ma discipline est un peu différente. J'ai regardé récemment la manière dont j'avais travaillé, révisé mon texte. Parfois, je peux être assez destructeur. J'ai tendance à effacer des morceaux de texte et puis finalement à les remettre. Et donc, j'ai regardé l'historique des révisions que j'ai fait sous Word et j'ai remarqué que les moments où j'ai le plus écrit, et encore une fois, c'est très factuel, c'est entre 9h et 11h le matin et entre 9h et 11h le soir. Ce sont des données factuelles. J'adorerais raconter que je me lève très tôt pour écrire, mais ce n'est plus le cas. Ça semble très discipliné alors que c'est si difficile de trouver du temps. Je suis en train de regarder l'heure, il est 8h30. Quelque chose et demi partout ailleurs, 11h30 chez vous. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci à Robert, j'espère qu'il va revenir. Merci à tous.